C'est l'heure effectivement de la suite des Midis de Culture, c'est l'heure de la rencontre. Jusqu'à 13h30, les Midis de Culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie. Notre rencontre quotidienne, c'est une conversation à trois voix avec notre invité. Ce midi, c'est un professionnel de la bande dessinée, dessinateur, scénariste, dialoguiste et éditeur. Il explore depuis les années 90 tous les métiers et tous les genres du 9e art. À son compteur, plus de 180 albums, du grand public, mais aussi du plus expérimental. Peut-être d'ailleurs connaissez-vous son personnage emblématique, Lapino. Dans le dernier album qu'il vient de publier, il parle de lui, de son quotidien, de ses petites scènes ordinaires qu'il réunit sous l'appellation Les Petits Riens. Le 9e tome est disponible dans la collection Shampoing des éditions Delcourt. Bonjour Lewis Trondheim. Bonjour Géraldine, bonjour Nicolas. Bienvenue dans les Midis de Culture. Merci. Alors ce 9e tome s'appelle donc Les Chemins de Désir. On peut se demander ce qu'étaient ces chemins du désir. Alors on a la réponse dans votre album. On en voit tous, souvent, lorsqu'on se balade, par exemple. Qu'est-ce qu'ils représentent pour vous, ces chemins de désir, et qu'est-ce qui vous ont inspiré pour ce 9e tome des Petits Riens? Ce qui est marrant, c'est en arrivant ici à la Maison de la Radio, tout en bas, là, j'en ai vu un qui se dédouble au J'y ai pensé aussi à celui-là. Exactement. Donc c'est un chemin de désir, ou on appelle ça aussi une ligne de désir, mais je trouve ça plus joli, un chemin de désir, pour le titre. C'est le chemin qu'empruntent les gens, mais qui n'est pas le chemin prévu par l'architecte, et donc l'herbe est écrasée, voire anéantie, il n'y a plus que de la terre, alors que l'architecte nous prévoyait un petit passage plus compliqué et plus long. Un raccourci, en quelque sorte. C'est un raccourci, mais l'être humain n'aime pas les raccourcis, généralement. En tout cas, s'il les fait lui-même, ça va. D'ailleurs, il y a un architecte qui pour un parc, qui s'est dit, je ne vais pas tracer mes chemins, je vais laisser le parc tel quel, et je vais laisser 1 an ou 2 au soin de l'usage des gens, comment ils vont écraser l'herbe, et selon, je tracerai les chemins dans ce parc, et je trouve que c'est plutôt une belle idée. Est-ce que c'est aussi une façon de penser la vie, Lewis Trondheim, c'est-à-dire on a la liberté d'aller où on veut, malgré effectivement parfois ces rails en quelque sorte qui sont artificiels? La société aimerait bien nous guider toujours dans une certaine direction pour se sauvegarder elle-même, alors que l'être humain n'est pas fait forcément toujours pour cette société, ou en tout cas pour ce que la société aspire. Je crois qu'il faut vraiment faire une dissociation entre ce qu'on veut et ce que la société veut. À quel moment, puisque on parle de cette série de carnets qui s'appelle donc les Petits Riens de Lewis Trondheim, à quel moment est-ce qu'un instant que vous vivez se transforme en petit rien? Déjà, ça se faisait dans ma tête avant. Les Petits Riens ont commencé vers 2006. Mais je le faisais pour moi. C'est que mon but, c'était juste de me dire, tiens, je voudrais apprendre à faire des couleurs, de l'aquarelle, ce que je ne savais pas faire à cette époque-là. Et je me dis, comment faire ça? Je vais peut-être faire des illustrations. Puis après, je me disais, des illustrations, moi, je suis plutôt narrateur, donc je vais écrire des choses. Et le plus simple, c'est de dessiner des choses qui m'arrivent, que je pense, que j'entends. Donc, j'ai dessiné des petites pages comme ça, où je faisais mes aquarelles. J'en ai fait une trentaine. Et puis, au bout d'un moment, je me dis, peut-être que ça pourrait faire un livre. Et à partir de là, je me disais, bon, effectivement, je vais être un peu plus attentif à ce qui se passe autour de moi, à essayer de repérer des instants qui, généralement, sont fugaces, qu'on oublie, et qui, pourtant, font un peu le sel de la vie. Et là-dessus, je me disais, ce qui serait marrant, c'est peut-être de voir, au niveau de la littérature, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà remarqué ce genre de choses, et mettre ça en citation au début de mes livres. Et effectivement, il y a beaucoup de choses comme ça. Je pense que vous allez les remarquer, de Rousseau à qui? À Gainsbourg. Et à Jean Genot. Le bonheur, je crois, après pas mal d'expérience, s'atteint et se procure par des choses qui sont gratuites et de petites choses minuscules auxquelles d'ordinaire on ne fait pas attention, mais qui, si on y fait attention, composent le bonheur précisément. Par exemple, goûter le plaisir de voir passer une averse, un vent, le bruit d'un vent particulier dans les arbres, une fleur qu'on aura respirée, un oiseau qui aura tapé à la fenêtre et vous aura chanté, une visite de quelqu'un qui vous aura intéressé par sa conversation. Tout dans la journée, une plume qui marche bien, un travail qui fonctionne très bien huilé, une feuille de papier qui glisse bien, tout ça fait partie du bonheur. La voix de Jean Genot, écrivain en 1965, et qui est donc en épigraphe de ce 9e tome des Petits Riens de Lewis Trondheim. Lewis Trondheim, l'idée, on a compris l'état d'esprit dans lequel vous êtes, ça veut dire que le but aussi, c'est la recherche du bonheur, de ces petits bonheurs qui font le quotidien de nos vies.
Le bonheur, c'est compliqué. Je pense que vous savez tous que c'est pas chacun a son bonheur particulier. C'est plus l'instant présent, savoir profiter de ce qui nous arrive, essayer de chasser les mauvaises nouvelles, comme on en a entendu plein là tout à l'heure. Déjà, c'est suffisant, et se concentrer effectivement sur des petites choses qui donnent du sel, qui donnent du peps et qui font des bons souvenirs. Il y a de temps en temps dans les informations, il y a des bonnes nouvelles ou des journaux de bonnes nouvelles, mais c'est pas constant. Et cette philosophie-là de l'instant présent, bah, c'est pas tout jeune, hein, depuis les Grecs, ça existe. Sauf que dans nos sociétés où on accélère tout le temps, on oublie. La société où on accélère, où on ne regarde plus aussi ce qui se passe autour de nous. Il y a parfois aussi des petites piques sur effectivement la modernité, les téléphones portables sur lesquels on a le regard fixé. Mais l'idée, c'est d'attendre qu'il se passe quelque chose d'incongru, d'exotique presque, ou d'étonnant dans notre vie. Il y a une partie des dessins que vous faites dans ce tome qui sont de ce type-là, mais il y a aussi effectivement ce que disait Jean Giono, c'est-à-dire le plaisir d'une averse, du vent, des petites choses qu'on ne remarque plus. Parfois même, je fais simplement un dessin. Je suis à un endroit qui me plaît bien, devant une église, devant un arbre, et je vais le dessiner. Et puis parfois, il n'y aura même pas de texte, ce sera juste le dessin, puis c'est tout. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là? Tout à l'heure, je vous demandais quand est-ce qu'arrivait ce petit rien. C'est immédiatement que vous le saisissez, que vous le couchez sur le papier, ou alors c'est le soir, vous vous dites, voilà, qu'est-ce que j'ai vécu aujourd'hui, qu'est-ce qui m'a marqué, de quoi je me souviens? C'est plutôt sur le moment. Je ne suis pas en alerte, je ne suis pas en train de me dire qu'il faut vite que j'ai une page à faire, une deuxième page à faire pour remplir mon livre. Ça ne m'intéresse pas. Par exemple, quand il y a eu le confinement, je me suis retrouvé pendant 1 an ou 2 chez moi, et il ne se passait rien. Le petit rien arrive plus généralement quand je me balade à l'étranger, hors de mon confort personnel. Mais ils ne sont pas recherchés. C'est-à-dire qu'il y a un moment, une petite alerte. Je ne sais pas comment elle se le fait dans ma tête, dans mon regard, à mon oreille, qui me dit, tiens, c'est amusant, c'est un petit, comme les Anglais disent, fun fact. Je déteste dire des trucs anglais. J'aurais jamais dû dire ça. Je me tape moi-même. C'est un petit rien, là. C'est un petit rien que vous Voilà. pouvez raconter, ça, pour le coup. Exactement. Parce qu'il y a aussi quand même beaucoup d'ironie dans vos petits riens. C'est pas que des petits bonheurs de la vie. Il y a... Vous dites qu'on a oublié l'idée du carpe diem, mais il y a eu quand même toute une mode des petits riens, des petits bonheurs. Moi, je pense à la première gorgée de bière de l'air, mais vous êtes beaucoup plus... Vous êtes un peu plus féroce, on dirait, ou plus dans l'autodérision. C'est-à-dire que je vois les jolies choses qui sont autour de moi, et je me regarde moi-même en me disant, je ne suis pas sans défaut, donc je vais pointer du doigt mes défauts. Et je fais attention aussi de ne pas pointer du doigt les défauts des autres, parce que c'est pas un truc pour dénoncer. De temps en temps, oui, j'ai 1 ou 2 copains sur lesquels je vais me moquer un petit peu, mais ils le méritent. Mais sur 1000 pages, c'est arrivé 3 fois, quoi. Alors, on l'a bien compris, vous parlez effectivement de vous, notamment de vos voyages qui vous nous emmenez à Vancouver, à Singapour, à Dubaï. On remarque cette veine et cette tendance d'autofiction dans la littérature. Dans la bande dessinée, j'ai envie de dire que ça a toujours existé, notamment dans votre travail, puisque vous avez commencé par des carnets où vous racontiez déjà qui vous étiez, ce jeune Parisien trentenaire qui débutait la bande dessinée dans approximativement, où vous vous demandiez effectivement s'il ne fallait pas mieux retourner dans le sud de la France pour faire ce travail plutôt que de vivre à Paris. Donc cette idée de se raconter soi, je sais pas, de dépasser quelque chose de pudique, en tout cas quand on est auteur. Alors moi, j'ai été élevé dans une famille plutôt pudique, donc je reste pudique quand je fais de la bande dessinée. Mais je fais pas de la bande dessinée autobiographique pour me montrer moi. En fait, je déteste parler de moi. Là, je suis venu vous voir parce que vous m'êtes sympathique, et je vous écoute. Mais C'est gentil, merci. mais en fait, ce que j'aime, c'est la bande dessinée. J'aime raconter des choses, et mon moyen de raconter, c'est la bande dessinée. Donc je vais faire de la fantasy, je vais faire du polar, je vais faire de l'autofiction, parfois un peu de la recherche. Quand j'ai fait un livre qui s'appelle Désœuvré, je me demandais pourquoi est-ce que les auteurs de bande dessinée font plutôt leur chef-d'œuvre quand ils ont 20 ans et 30 ans, et quand ils en ont 60, c'est plus du tout intéressant. Comment je vais faire pour vieillir en bande dessinée? Moi qui ai maintenant 59 ans, effectivement. J'allais vous poser la question, quel âge avez-vous? 59, et je me dis, voilà, j'ai préparé ma retraite, j'ai 2 retraites complémentaires privées pour qu'à 63 ans, je puisse arrêter de casser les pieds à tout le monde. Mais d'ailleurs, vous vous posez des questions aussi alors même si vous n'aimez pas parler de vous, mais en tout cas sur votre métier. Vous dites bien, toujours me souvenir que j'ai un métier formidable.
Oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des métiers formidables. On oublie souvent qu'on est en train de le faire. Nous, dans l'art, dans la narration, on a la chance de pouvoir vivre de notre travail. J'écoutais chez vous Marc-Antoine Mathieu qui parlait de l'intelligence artificielle, qui n'était pas trop inquiet, mais je le comprends, mais en même temps, je me dis, moi, ce qui m'embête par rapport à cette intelligence artificielle-là, et donc je lui réponds par votre intermédiaire, Allez-y. c'est que nous autres artistes, on a des failles. On a beaucoup de choses qui font qu'on vit mal notre vie, on a des problèmes, et on arrive à s'en sortir en faisant notre travail de la sculpture, de la peinture, de la narration, etc. Et si l'intelligence artificielle arrive en faisant ça à notre place, c'est-à-dire que si on n'a plus de place pour travailler, pour gagner notre vie en le faisant, il y a plein de gens qui vont être anéantis dans la société, qui vont plus avoir de place pour gagner leur vie, pour simplement ça. Donc c'est un petit peu embêtant. Nous parlions avec Marc-Antoine Mathieu, effectivement, de la création de bandes dessinées avec des scénaristes, mais avec l'aide d'intelligence artificielle qui allait justement créer les images de ces récits. Vous, ça vous dites quoi? Ça vous terrifie après 35 ans de carrière dans la bande dessinée? Bah non, puisque je suis à la retraite dans 4 ans, donc c'est les petits jeunes qui vont morfler, c'est pas moi. Donc ça, c'est la réponse rigolote et égoïste. Ce que je me dis, c'est que arrivera ce qui arrivera. Hein. C'est pas l'outil est déjà là, donc on n'a pas le choix. Il faudra s'adapter et vivre avec. Mais vous avez dit, Lévi Stronheim, que quand même, en fait, voilà, vous alliez arrêter de travailler à 63 ans, mais qu'au-delà du fait qu'on vit en travaillant, en faisant de la BD, par exemple, comme c'est votre cas, vous avez dit aussi que ça pouvait calmer des angoisses. Il y a deux choses. C'est-à-dire que là, en fait, c'est-à-dire que si l'intelligence artificielle arrive, c'est pas seulement qu'une source de revenus, qui peut d'ailleurs aussi créer une grande détresse, mais c'est aussi, en fait, des milliers de gens, d'artistes, ou pas forcément, en fait, même pas des grands artistes forcément reconnus, mais qui, en fait, n'auront plus de moyens de s'exprimer, de proposer quelque chose. De s'exprimer ou simplement de naître, d'éclore et d'arriver à quelque chose. Quand j'ai commencé la bande dessinée en me disant ça pourrait être mon métier, j'avais quand même 24 ans. Et après, j'ai fait mon fanzine tout seul pendant 2 ans. Après, j'ai travaillé avec des gens qui ont fait l'association, une structure éditoriale en 90. Donc, je pense que si on n'a plus accès à cette possibilité de se construire, c'est compliqué. Mais Et puis, une machine n'aura jamais de faille. Donc ça va jamais donner elle peut bugger. Ça va jamais... Moi je sais pas. Ça, c'est ce qu'on dit souvent effectivement, que la machine n'aura pas des failles qu'on aura dans notre jeunesse, par notre culture, par notre famille, etc. Je pense qu'on peut les créer, les failles. Je pense qu'au bout d'un moment, les programmeurs sauront fabriquer ce genre de choses. Ah oui, genre des traumas d'enfance. Oui, telle oui. machine aurait eu tel trauma. Comme ça permettra peut-être de créer... Et voilà, oui, on va lui dire d'une manière, allez, fais comme si inconsciemment tu parles de quelque chose qui t'a traumatisé, qu'on va définir à l'avance, et puis tu en parles en catimini. Après, au niveau du dessin lui-même... Oui, c'est ça, parce que là, on parle du fond, mais sur la forme, par exemple. Voilà. Vous avez été pendant très longtemps très dur avec votre façon de dessiner, en disant que vous n'étiez pas très bon en dessin, que vous aviez un trait minimaliste, mais qui permettait effectivement déjà de créer des personnages. On va en parler dans un instant. Est-ce qu'une machine peut avoir, je ne sais pas comment le définir, mais cette sensibilité-là de traits, d'erreurs, d'automatisme? Ou même de mal dessiner. Hein. Pour l'instant, non. Moi, j'ai eu la chance d'avoir le temps de faire en sorte que mon dessin soit mon écriture. J'ai demandé à Midjourney de faire Snoopy et de faire Charlie Brown pour voir s'il était capable. Il n'en est pas du tout capable, parce que c'est un trait trop simple et trop spécifique. Et après, ce serait vraiment du copiage d'y arriver. Donc, il y a peut-être un moment où faire des choses un petit peu classiques de guerriers avec des armures très complexes en réaliste, oui, ça va se faire. Après, quand on va être dans des choses plus spécifiques, peut-être ce sera plus compliqué. Je sais qu'il y a déjà des programmes qui peuvent faire du manga, du dessin manga. Alors on va dire, ah oui, mais c'est facile, tout se ressemble en manga. Non, tout se ressemble pas, il y a des choses très très différentes les unes des autres. Mais on va dire qu'il y a une certaine façon de faire que l'ordinateur sait déjà faire. Après, si on dit l'ordinateur peut faire du Lewis Trondheim, si on va lui mettre 10 000 documents, peut-être qu'il arrivera, mais ça veut dire après, c'est du plagiat. Donc il n'aura pas le droit.
Lâche-moi! Tu n'as pas le droit de faire ça! Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie. Mickey Mouse, nettoyeur de pendules, qui date de 1937. C'était pas Donald? Il y avait Moi, les j'ai- deux. Ah, ok. On a entendu la voix de Donald, ouais. On a entendu, on Moi, a je entendu ne les fais deux. que lire ce qu'on m'a donné comme explication. Donc, Mais c'est un extrait du franchement, dessin animé, effectivement, Mickey Mouse, où on retrouve et Donald et Mickey. Justement, ce sont des dessins animés, des comics d'abord, que vous avez beaucoup lus, ceux qui datent de 1930-1940. C'est ceux-là qui ont façonné aussi votre œil de dessinateur et ensuite de conteur d'histoire. Moi, mon père était libraire, on vivait au-dessus de la librairie et j'avais droit à piocher des livres dans la librairie tant que je ne les ouvrais pas à plus de 90 degrés. Donc, Pour pas marquer pour pas marquer le pli. le pli. Donc je lisais Tintin et je lisais tout ça. Il y a un jour, ils m'ont offert un recueil de chez Hachette de Karl Barks, qui était le dessinateur de Donald, qui a inventé Picsou et plein d'autres personnages de la même famille. Et j'ai pas ouvert le livre parce que je me disais, mes parents, ils sont libraires, ils m'offrent un livre, ça m'intéresse pas, c'est pas sympa. Et un an plus tard, comme je m'ennuyais, à la télé à l'époque, c'était une chaîne, hein. Donc j'ai fini par le lire et j'ai trouvé ça formidable. C'était vraiment un univers très chouette. Et beaucoup plus tard, j'ai appris des choses très intéressantes par rapport à Disney. Par exemple, il avait beaucoup dépensé sur Fantasia, le groupe Disney, et ils ont failli être en faillite, sauf que c'est les bandes dessinées qui ont sauvé Disney, parce que les comics strips qui passaient tous les jours dans tous les journaux du pays ont renfloué les caisses. Donc si l'empire Disney est ce qu'il est actuellement, on peut dire que c'est un peu grâce à Karl Barks et Floyd Gottfredson qui faisaient les petits comics, les petits strips de Mickey et de Donald. Ces deux dessinateurs donc, du début du XXe siècle. On vous a diffusé cet extrait effectivement parce qu'il y a cette influence, mais aussi parce que chez vous, Lewis Trondheim, il n'y a pas véritablement de personnages humains. Il y a beaucoup d'animaux. Par exemple, dans Les Petits Riens, vous représentez comme un oiseau, ce qui évite effectivement d'abord de faire un autoportrait. C'est la première raison qui m'est venue à l'esprit. Non, c'est surtout pour éviter de dessiner réaliste, ce qui est beaucoup plus compliqué que de dessiner simplement avec des animaux. Moi, quand je fais des yeux, c'est des points. Je fais un bec, j'ai pas besoin de faire ni de nez ni de bouche. Voilà, je savais pas dessiner. Moi, je voulais raconter des histoires et j'ai jamais trouvé. Pendant très longtemps, j'ai pas trouvé le moyen de le faire simplement. Puis un jour, j'ai lu une bande dessinée qui était très mal dessinée, mais très bien racontée. Et là, j'ai eu un déclic. Je me dis, effectivement, je pourrais faire de la bande dessinée parce que si j'accroche le lecteur à la première bulle, avec une relation de personnage qui est intéressante, ben, le lecteur va aller jusqu'au bout. Enfin, pour peu au moins que ce soit écrit proprement. Et c'est ce que je dis souvent aux élèves quand je fais des cours ou des masterclass. Déjà, écrivez proprement et intéressez le lecteur à la première case. Je pense que ça peut être aussi un handicap de savoir trop bien dessiner. Parce qu'on est là, on est dans ses fioritures, on fait son truc, et puis on dit c'est suffisant, il n'y a pas besoin d'autre chose. Or, en tout cas, dans le milieu de la bande dessinée, il faut faire une histoire avant tout. Et d'ailleurs, c'est tout l'idée et l'état d'esprit de votre première bande dessinée qui s'appelait Psychanalyse en 1990, qui est paru en 1990 chez les Arts Graphiques. Et il y avait un personnage qui était à peine ébauché. Il y avait quoi 2-3 traits pour le corps, effectivement, 2 points pour les yeux et un trait pour la bouche. C'est même pire que ça, c'est que je fais les personnages. Cette case-là, j'ai faite avec le personnage la bouche ouverte et après le personnage la même bouche fermée. Et je copiais les cases à la photocopieuse et je rajoutais des bulles en les collant. Donc il y avait 2 cases. C'était les 2 cases identiques durant toutes les planches. Voilà, j'ai même fait un truc qui s'appelle pire, c'est le dormeur. C'est une seule case. C'est un personnage qui est dans son lit et il pense, ou alors il parle à quelqu'un qui est en off. Et j'ai découvert qu'à genre 1 ou 2 ans avant de le faire, c'est David Lynch qui le faisait avec le chien le plus the angriest dog in the world. Et donc il y avait 3 cases identiques avec un chien qui tire sur sa laisse dans son jardin. C'est Lynch qui dessinait. Il a 4e case, c'est la même case mais de nuit. Et là, il y avait une bulle de la maison qui disait quelque chose.
Pourtant, les personnages, c'est peut-être ce qui attire le plus, ce qui accroche le plus les lecteurs à une bande dessinée. C'est-à-dire, quand on pense à une bande dessinée de manière grand public très large, on pense, vous avez parlé de Mickey, on peut penser à Tintin, on peut penser à ces personnages qui font qu'on s'attache à eux. Là, comment on se dit, non, moi je vais faire quelque chose de beaucoup plus simple aussi, et c'est pas grave, je vais quand même raconter une histoire qui va attirer du monde. Comme on dit qu'on n'a pas le choix. On essaye. Moi, quand je faisais les psychanalyses et le dormeur, je faisais vraiment, je dessinais genre 1 centimètre carré et puis je mettais de la trame. Après, je me dis, il faut que je m'améliore. Donc, j'ai fait un livre qui s'appelle Lapino et les carottes de Patagonie, où sur 500 pages, parce que je me suis dit, je vais faire 500 pages pour apprendre à dessiner. J'ai fait un gaufrier de 12 cases par page pour pas avoir à réfléchir au cadrage à chaque fois. Donc, j'avais des cases carrées. Et je me dis, bon, allez, avançons dans la narration, soyons intéressants. J'ai arrêté au bout de 423 pages parce que je me disais, bon, c'est bon, je peux passer à l'étape suivante, c'est-à-dire faire des albums un peu plus cartonnés. Sauf qu'à l'époque, faire des albums dessinés animalières, minimalistes pour adultes, c'était pas très compréhensible. Les éditeurs se disaient, non, je comprends pas, ça s'adresse à qui en fait? Et il a fallu que j'ai un prix à Angoulême en 93 ou 14 sur un album qui s'appelle Slalom, où j'ai des personnages de Lapino et ses amis qui sont aux vacances de ski, qui a eu un prix donc pour le meilleur jeune album, meilleur jeune auteur, pardon. Et là, les éditeurs se sont dit, oui, en fait, ça peut intéresser, donc on va le prendre. Mais qu'est-ce qui fait que ça a marché? Peut-être c'était marrant, peut-être c'était intéressant, peut-être qu'il y avait un petit peu de profondeur et que l'alchimie a fait que les lecteurs... Ou c'était tout nouveau, peut-être? Non, parce que le minimalisme existait déjà, l'animalier existait déjà. Moi, je l'apporte en France parce que c'est vrai que c'est plutôt anglo-saxon comme système. Donc, il a fallu un petit peu de temps pour gérer ça. Pareil pour l'humour. Moi, j'ai un humour qui est plutôt décalé, non-sens, parce que le non-sens en France, non, on n'avait pas les Monty Python en France, hein. On avait Benny Hill, malheureusement, et Colaro. Donc, on a un humour un peu gras. Et quand on découvrait plus tard... C'est un peu absurde quand même, Benny Hill. C'est répétitif. C'est un peu lourd, hein. Donc voilà, moi, j'étais un peu décalé. Et j'avais l'impression de ne pas être sur la bonne planète, on va dire. Puis finalement, les gens, avec le mondialisme au niveau de la culture, ça se rattrape en disant mais c'était génial, les Monty Python, etc. Et donc, je reviens un petit peu dans l'air du temps. Vous en avez dit un mot tout à l'heure, vous avez créé avec d'autres dessinateurs une maison d'édition en 1990 qui s'appelle l'Association. Justement, vous aviez besoin d'un espace de liberté à ce moment-là pour pouvoir expérimenter et faire à votre façon de la bande dessinée? Nous, on a toujours adoré la bande dessinée, donc on voulait faire des bandes dessinées différentes. On les a faites en noir et blanc parce que ça coûtait moins cher. On aurait pu les faire en couleur, on les aurait faites en couleur. Mais il y a David B qui a commencé à raconter ses rêves, Jean-Christophe Menu, des choses autobiographiques. On faisait ce qu'on pouvait parce que on avait un budget assez limité. Mais puis à l'époque, on démarchait nous-mêmes les librairies, on allait poser les livres en disant non, c'est de la vente ferme, c'est pas juste en dépôt. Et ça a mis très très longtemps avant de fonctionner un minimum. Je pense qu'on a dû mettre à peu près 4-5 ans avant que les libraires nous fassent vraiment confiance, et on n'était pas payé pour faire tout ça. Et puis après, effectivement, quand en 2001, il y a Persepolis qui arrive, ça écrase tout, et puis ça nous a sauvés. Mais est-ce que vous vous dites que vous avez participé justement à faire évoluer la bande dessinée, à changer aussi le regard sur cet objet? Il y a encore quelques années, on parlait beaucoup moins de bande dessinée, il y avait beaucoup moins d'albums qui étaient vendus. Aujourd'hui, c'est complètement hallucinant le nombre d'albums qui sortent chaque année, avec des styles très différents aussi. Vous avez parlé de Persepolis, des choses qui sont très variées. Vous pensez avoir été précurseur sur ce terrain-là? Non, je pense pas avoir été précurseur. Il y a des gens comme Krub ou Will Eisner qui, dans les années 60-70, faisaient des choses un peu équivalentes. Alors, contrairement à ce qu'on pense, la bande dessinée, c'est pas quelque chose qui est populaire. On va dire, oui, effectivement, Tintin va être populaire, mais c'est une erreur de se dire la bande dessinée, c'est quelque chose de populaire. Je pense que c'est un travail de niche. La plupart des bandes dessinées, actuellement, se vendent autour de, maintenant, 3500 exemplaires. Effectivement, il va y avoir toujours des Astérix à 2 millions, mais on travaille pour très peu de librairies, pour très peu de lecteurs,
On est content d'en parler un petit peu, d'en faire la promotion quand on va dans les médias. Malheureusement, généralement, moi y compris, on n'est pas très bon pour parler de nous-mêmes et parler de bande dessinée. Heureusement, il y a des gens comme Johann Sfar qui, eux, vont un petit peu valoriser le médium. Mais moi, mon but, c'est pas d'être le pape pour prêcher la bonne parole en disant la bande dessinée, c'est bien. De fait, oui, c'est bien. Il y a plein de choses qui sont bien. Allez voir les libraires, allez vous faire conseiller si vous ne connaissez pas trop de choses, n'ayez pas peur. Mais il y a en France surtout, en fait, par rapport à d'autres, comment dire, d'autres grandes nations de bande dessinée qui sont les États-Unis ou le Japon, qui sont vraiment vers le côté très populaire, avec des choses souples et peu chères. Nous, on est dans le côté bibliophilique, avec des albums cartonnés souvent plus chers, mais on a aussi un éventail de dessins et de narration incroyable. Donc, n'hésitez pas effectivement à aller voir votre libraire bande dessinée et vous faire conseiller. Mais malgré tout, jamais on aura... Enfin, si un auteur a un complexe il a besoin d'amour, etc., qu'il ne fasse pas de bande dessinée, qu'il aille faire du cinéma ou de la télévision. Alors, vous nous disiez, Lewis Stronheim, que la bande dessinée n'était pas populaire. En tout cas, elle interroge, elle questionne aussi le travail des auteurs que vous êtes. Et vous racontez d'ailleurs dans ce tome 9 des Petits Riens votre rencontre avec le président de la République lors d'un déjeuner à Avignon. Angoulême. À Angoulême, pardon. Qu'est-ce qu'on se dit quand voilà, le président de la République vous convoque, entre guillemets, pour un déjeuner, pour vous questionner sur c'est quoi être auteur de bande dessinée aujourd'hui? C'était pas tout à fait ça. J'étais pas seul auteur. Oui, vous étiez nombreux, mais il y avait en tout cas une interrogation sur cet art-là. Surtout sur le statut de l'auteur de bande dessinée qui n'existe pas, et c'est pas que auteur de bande dessinée, beaucoup d'auteurs n'ont pas de statut en France. On cherche à bouger un petit peu les lignes avec l'Europe là-dessus pour effectivement être un petit peu sauvegardé dans notre travail. Mais moi, ce que j'ai vu avec le président, c'est qu'il connaissait très bien le dossier et que rien n'a été fait derrière. Donc, j'ai perdu 2 heures de mon temps, mais bon, j'ai bien mangé. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait, quelle reconnaissance il faut avoir aujourd'hui, selon vous, pour être un auteur de bande dessinée et pour pouvoir en vivre? Vous disiez aussi qu'il y en a beaucoup qui n'en vivaient pas. Je crois qu'on est à peu près 3000 auteurs de bande dessinée, scénaristes, dessinateurs, coloristes en France et en Belgique. Il y en a environ 350 qui vont en vivre et en vivre que de ça. Tous les autres font autre chose à côté, ou un mari ou une femme qui font autre chose pour vivre. Donc 350 personnes, c'est pas beaucoup. C'est pour ça que je parle de niche. Je suis pas sûr d'avoir bien répondu à la question. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir la foi, simplement. Il faut avoir quelque chose à raconter. Mais il ne faut pas y aller en se disant je vais être aimé et je vais gagner ma vie avec. Il faut avant tout se dire essayons, parce que j'ai foi, j'ai lu de la bande dessinée quand j'étais gamin, je m'exprime par ce moyen-là, c'est plus simple pour moi que de prendre mon iPhone et de faire des films ou de faire du YouTube. Puis il y a une certaine noblesse malgré tout à la bande dessinée. C'est un artisanat qui n'est pas, comment dire, qui est très compliqué. Il faut savoir écrire, il faut savoir dessiner, il faut savoir faire en sorte que d'une case à l'autre, l'ellipse fonctionne bien. Il faut savoir cadrer, il faut savoir faire de l'éclairage, il faut savoir... Il y a tous les corps de métier qui sont en un seul. Et c'est pour ça qu'au niveau de l'intelligence artificielle dont on parlait tout à l'heure, je pense que faire une bande dessinée via ce moyen-là, sans personne derrière, c'est complexe et on est un peu protégé pour l'instant. Mais il y a quand même un peu de place. Mais bon, il ne faut pas se leurrer, quoi. Je pense que c'est plus facile de faire une école de bande dessinée et gagner sa vie que de faire de la bande dessinée. Un des rares principes de base auxquels je tiens, c'est de me mettre en état de disponibilité quand je dessine, de façon à ce que l'inattendu arrive. Je commence à faire une image en m'interdisant de réfléchir et en m'interdisant de préméditer quoi que ce soit. Et pendant les 20 minutes ou les 60 minutes que dure le dessin, quand on dessine, en fait, on n'a pas l'esprit qui est vide. Il y a des moments où on s'intéresse à ce qu'on fait, puis il y a des moments où, quand on fait des hachures ou qu'on fait des trucs, il y a l'esprit qui se met à vagabonder, on rêve, dans un état comme ça. Et pendant ce rêve, à quoi on rêve? On rêve à la deuxième image. Donc, quand la première image est finie, la deuxième image, ça y est, elle s'est fixée dans la tête et on sait ce que ça va être. On l'a fait, et ainsi de suite. La troisième image arrive. Et ça peut être... La deuxième image peut être la continuation de la première, elle peut être en opposition avec la première, ça peut être énormément de choses. Donc je me fais plus du tout d'inquiétude pour ce qui est de trouver des histoires maintenant.
suffit que je commence la première image. La voix de l'auteur de BD Moebius, c'était en 1986. C'est si facile que ça, Lewis Trondheim. Il suffit de trouver la première image et ensuite, c'est parti pour toutes Alors les lui, planches. il l'a fait effectivement sur le garage hermétique. Il l'a pas fait après quand il faisait Blueberry ou d'autres choses. C'est un travail très exigeant de le faire comme ça en improvisation. Je travaille souvent en improvisation. Généralement, je vais écrire 2, 3, 4 pages et après je vais les ancrer. J'ai fait un travail comme ça parce que j'adore effectivement le garage hermétique, d'improvisation de case à case sur les cartes de Patagonie, aussi sur Île Bourbon 1730, même si c'était avec un scénariste qui était à côté qui me prévoyait un petit peu l'histoire, sans crayonner. C'est un jeu très complexe parce que ça met en œuvre beaucoup de qualités d'équilibriste et on en finit trempé parce que c'est épuisant. Donc, au bout d'un moment, j'étais plus vieux et j'ai fait des crayonnés. C'est un travail que je conseille quand même de faire, une bande dessinée vraiment improvisée, case à case, de cette façon-là. Mais quand on entend Jean Giraud dire ça, ça concerne, à mon avis, 0,01% des auteurs de bande dessinée et des albums qui ont été faits. Généralement, on va quand même un petit peu plus se sécuriser. Tout à l'heure, vous parliez de cette bande dessinée que vous aviez, une sorte d'essai dessiné que vous avez intitulé Désœuvré en 2005, qui interrogeait justement sur comment est-ce qu'on vieillit quand on est auteur de bande dessinée. Et vous disiez notamment en parlant de la génération précédente que c'était un travail assez solitaire, répétitif. Parfois, on avait aussi du mal à trouver une nouvelle inspiration. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites que c'est toujours le cas? Est-ce que la bande dessinée, c'est toujours un travail très solitaire? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de collaborations qui se mettent en place. On travaille dans des ateliers avec d'autres. Est-ce qu'il y a aussi une forme de réflexion collective sur ce métier-là? Par rapport aux anciens, c'est-à-dire ceux des années 40, 50, 60, ils avaient leurs personnages attitrés et ils devaient faire leur album une fois par an pour gagner leur vie et puis ils se posaient pas plus de questions que ça. Après, quand ils ont eu des ouvertures comme Franquin qui a pu faire Les Idées Noires à côté, c'était formidable. Mais c'est vrai que nous, on est dans une génération un petit peu dorée, on va dire. Quand je dis dorée, c'est-à-dire qu'il y a eu un âge d'or de la bande dessinée dans les années, on va dire, 40, 50, 60. Et il y a eu un nouvel âge d'or dans les années 2000, 2010, on va dire jusqu'à 2020, où on a pu faire à peu près tout ce qu'on voulait, comme on voulait. Il y avait toujours eu un éditeur pour nous publier, même si c'était à 500 exemplaires. Et la chance de collaborer avec des copains. Quand je vois, par exemple, Emmanuel Guibert ou Johan Sfar, Emmanuel Guibert va faire un scénario pour Johan Sfar sur les sardines de l'espace, et puis Johan Sfar va faire un scénario pour Emmanuel Guibert pour La fille du professeur. C'est le genre de choses qu'on ne voit pas dans d'autres médiums. Au cinéma, c'est pas possible de faire ça. Ce genre de collaboration où un auteur complet qui est capable de tout faire va se dire finalement, je vais faire un travail avec quelqu'un, il va m'enrichir de ses facultés que je n'ai pas. C'est très rare et moi c'est ce que j'adore aussi dans ce métier. J'ai dû faire, vous avez dit, 180 bouquins sans doute, oui. Et j'en ai fait plus de la moitié en collaborant parce que c'est tellement agréable de se reposer sur les qualités des autres. Alors justement, il y a un autre cycle que vous allez reprendre, si je ne dis pas de bêtises, c'est le cycle Donjon que vous portez depuis la fin des années 90 et vous allez faire un nouveau tome, le tome 18 de Donjon Monster. C'est avec justement Johan Sfar. Ça doit sortir bientôt. Alors, en fait, Donjon, depuis 98, on fait on a fait une cinquantaine d'albums déjà depuis 25 ans. Avec Johan, on écrit tout le temps tous les albums. Il avait fait une pause quand il avait commencé à faire de l'audiovisuel avec le film Gainsbourg. Donc pendant 5 ans, il n'y avait rien eu. Puis après, on a repris et on travaille avec plein d'auteurs qui nous inspirent. Là, le Monster 18, je ne sais pas, c'est celui avec Haute Picot, j'imagine. Donc c'est une autrice qui est formidable, qui travaille toute seule, qui fait des albums comme Moi Je, qui sont incroyables. Et qui, malgré tout, accepte de travailler avec nous. Et on ne sait pas pourquoi, parce qu'effectivement, on ne travaille pas avec elle. C'est qu'avec Johan, on déteste les vacances. Donc, on va en vacances ensemble pour ne pas avoir des vacances et pour travailler, faire les scénarios de Donjon. Et puis après, on donne les scénarios aux dessinateurs. C'est-à-dire que les dessinateurs ne travaillent pas avec nous en soi, main dans la main, dans le même atelier. On leur fournit quelque chose. Après, on est derrière pour les aider,
pour leur expliquer des choses. Mais Donjon, c'est un truc que je ne comprends pas même. C'est-à-dire qu'on a commencé à faire une aventure parce que Johan avait envie de faire un boulot avec moi. Donc il m'a proposé cette histoire de canard qui vit dans un donjon et puis il va chercher un guerrier Herbert et Marvin pour faire une aventure. Et puis en fait, le guerrier va se faire tuer et il va remplacer le guerrier. Je me dis, c'est un super pitch, on va faire quelque chose. Et après, au bout de 2 albums, Johan était frustré de ne pas dessiner. Il s'est dit, moi je veux dessiner, je vais faire ce qui se passe dans le futur. Et je lui ai dit, ok, dans ce cas-là, on fait ce qui se passe dans le passé. Alors, donc on a demandé à Christophe Blain de faire ce qui se passe dans le passé. Puis après, on dit, on pourrait faire des albums qui se passent n'importe quand. Donc on fait des Donjons Monsters dont vous parliez, qui se passent n'importe quand avec n'importe quel personnage. Et de fil en aiguille, c'est un truc que j'ai jamais voulu faire, Donjon, mais que j'adore. Là, par exemple, je suis en train de faire une série qui s'appelle Aurore et l'orque que je mets sur Instagram. C'est pas animalier, c'est avec une petite fille et un orque qui se retrouvent dans une classe avec elle et elle comprend pas pourquoi il est accepté dans cette classe-là. Il y a que elle qui comprend que c'est un orque avec de grosses dents et une grosse massue. Et j'avais fait pour un copain dessinateur qui m'a dit non, finalement, j'arrive pas à le faire, j'arrive pas à le trouver. Fais-le toi-même. Et je me retrouve à faire ce truc-là. En fait, j'avais fait juste 2-3 pages pour lui et maintenant, j'en suis à mon 3e album. Vous continuez à travailler, malgré vous, en quelque sorte. Peut-être que vous ne serez jamais à la retraite, d'ailleurs, Lévi-Strandheim. Je sais pas, je me prépare au pire de façon à accepter le meilleur. Merci beaucoup, Lévi-Strandheim, d'être venu dans les Midis de Culture. Je rappelle l'apparition donc du tome 9 des Petits Riens, un livre avec beaucoup de pas grand-chose. C'est comme ça que vous le présentez en 4e de couverture. Ce tome s'appelle Les Chemins du Désir. Il est disponible dans la collection Shampoing aux éditions Delcourt. Merci à vous. Et pour finir, nous avons choisi 2 chansons, l'une sur le désir, l'autre sur les petits riens. Laquelle souhaitez-vous écouter ? Désir ou petit rien ? Je vais faire sur les petits riens, même si je crois connaître la chanson. Le bonheur est fait de 1000 petits riens, comme un nid est fait de 1000 petits liens. C'est un brin de ta tendresse, c'est un grain de gentillesse, un regard, une caresse, presque rien. C'est aussi un peu de chance, c'est certain. Et l'oiseau dans sa patience le sait bien. Tout ce qui paraît futile pour le bonheur est utile, puisqu'il est fait de ces 1000 petits riens. Oui, je t'aime. Maté Altieri, 1000 petits riens, Lévi-Strandheim. Je ne suis pas sûr que vous pensiez à cette chanson-là. C'est pas du tout cette chanson-là. Et c'est vrai que c'est toujours un peu difficile, ces voix qui viennent des années 30 et 40. On a l'impression que c'est accéléré ou que c'est trop aigu. Et en fait, les paroles sont pas bien. Merci beaucoup en tout cas d'être venu dans les Midis de Culture, une émission préparée par Aïssatou Ndoye, Anaïs Isbert, Cyril Marchand, Zora Vignet, Laura Dutèche-Pérez, Manon Delacelle et Candice Bergeron. L'émission est réalisée par Nicolas Berger et à la prise de son ce midi, c'est Anthony Thomasson. Merci à toute l'équipe. À demain, Géraldine. À demain.